La souveraineté alimentaire, c'est vraiment le nouveau mot fétiche de la FNSEA et du gouvernement. En gros, ça veut dire qu'on devrait être capable de produire ce qu'on mange et de ne pas dépendre d'autres pays pour ça. Et c'est une idée, bon, qui est pas bête, hein. Le problème, c'est que les bourges, ils ont toujours tendance à utiliser des mots creux pour, au final, ne rien expliquer de leur économie, plus précisément, pour ne pas expliquer ce qu'ils font de notre société. Et quand on regarde de près l'économie que ces gens-là ont mis en place, on se rend compte que c'est loin, très très loin du concept de souveraineté alimentaire. Alors on va aller vite au début parce qu'on l'a expliqué dans d'autres vidéos. En France, s'est développé d'énormes entreprises agroalimentaires monopolistiques parmi les plus puissantes au monde. Ces entreprises imposent les prix aux agriculteurs avec leurs méthodes, leur taille d'exploitation et les obligent à trimer 90 heures par semaine pour s'en sortir. Ils prélèvent toute la valeur produite par l'agriculteur, transforment donc les légumes, les fruits, les viandes, les céréales dans leur usine et revendent avec une énorme marge leurs marchandises aux grandes surfaces qui elles-mêmes prennent un beau billet dans l'opération. L'agriculture est totalement imbriquée dans la chaîne de production de l'agro-business. Et on devrait se dire, c'est un peu bizarre déjà cette opération parce que l'agro-industrie elle devrait payer normalement ces agriculteurs pour qu'ils puissent payer leurs charges, leurs salaires, leurs prêts à la banque et compagnie. Mais en fait, vu que tu as l'État qui file des milliards et des milliards aux agriculteurs, et tu as l'agro-business qui eux peuvent continuer à pressuriser à maximum et à racheter vraiment à bas coût toute la production. Ce qui fait qu'en gros, les subventions d'État financent l'agro-business, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que les marges de l'agro-business n'est possible que parce qu'il y a une énorme exploitation des agriculteurs qui ne tombent pas en faillite parce qu'il y a des subventions de l'État. Ce qui fait que les subventions de l'État permettent en réalité les marges de l'agro-business. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que même des dirigeants français ou de l'Union européenne, ils adorent les subventions à l'agriculture. Bref, cette classe dirigeante agricole, qui comprend donc les grands agro-industriels, les grosses coopératives, la FNSEA et quelques gros exploitants, c'est ce qu'on appelle ici les seigneurs de l'agriculture. Donc déjà, sachant ça, en fait, il n'y a pas de souveraineté alimentaire en France quand quasi toute la production agricole est gérée par des monopoles privés. Parce que du coup, c'est eux qui décident, c'est pas nous. La souveraineté, c'est censé être un synonyme de démocratie, tu vois. Donc il faut qu'on puisse décider de ce qu'on produit. La souveraineté alimentaire, c'est pas le siège social des multinationales de l'agro-business. Et ça a son importance, hein. C'est pas un petit détail dans cette histoire, puisque c'est parce qu'ils sont en monopole privé qu'ils vont baisser le prix d'achat des agriculteurs et augmenter le prix de vente pour nous les consommateurs, ce qui fait qu'on a une grosse inflation et que tu as énormément d'agriculteurs qui tombent en faillite. Et encore une fois, c'est eux qui vont privilégier tel type d'agriculture parce que c'est plus rentable pour eux, qui vont privilégier certaines tailles de fermes, etc., etc. Donc en réalité, s'il y a bien une souveraineté agricole en France, elle est du côté de ces monopoles privés. Donc ne s'intéresser qu'au lieu de production sans se poser la question de qui organise cette production et qui tire profit de cette production, ça ressemble quand même à un argument de coupable, hein, n'est-ce pas la FNSEA? Et si on commence à parler des monopoles privés dans cette vidéo, c'est pas pour rien, car ces monopoles font face à une contradiction simple qui va définir tout le reste. Les monopoles, ils ont capté presque tous les marchés en France, donc il y a peu de nouveaux clients, ce qui veut dire peu de nouveaux profits, et ça, évidemment, ça ne plaît pas aux actionnaires. Les monopoles vont donc devoir trouver des solutions, trouver des profits, et pour ça, ils profitent donc de l'inflation pour faire augmenter leurs prix et leurs marges, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'international qui s'offre à eux, et ça de plein de façons différentes. Allez, exemple le plus facile avec le poulet ukrainien, le fameux. Hein. Les industriels français peuvent l'acheter au kilo à 3 fois moins cher. Et du coup, ils changent juste l'étiquette, ils noient la traçabilité comme ça, et puis ils imposent ce nouveau poulet aux clients français qui n'ont d'autre choix que de l'acheter vu le niveau de l'inflation. Ils profitent donc de matières premières avantageuses étrangères et n'hésitent pas à investir aussi directement dans des usines dans des pays étrangers comme le fait Lactalis afin de profiter directement de salaires qui sont bas. L'agro-industrie, pour ses profits, étend donc la chaîne de production à l'étranger et se détache de la production agricole et industrielle française. Alors que les agriculteurs en France fassent faillite à cause de la concurrence du poulet ukrainien importe peu, ils développeront la production à l'étranger et pour compenser, ça leur sera bien plus rentable. Le développement des grandes entreprises agricoles françaises entre alors en totale contradiction avec le maintien d'une agriculture en France. D'ailleurs, les boîtes comme LDC, qui est le leader français du poulet, vont directement vendre leur production en Pologne pour le marché polonais à partir de viande polonaise et avec des produits qui sont sur mesure. Du coup, là, ils se détachent même de la clientèle française en plus de se détacher de la production en France.
En fait, c'est plus tant des entreprises françaises comme ils aiment bien en parler à la télévision et dans les discours, c'est plus en fait des transnationales, ces trucs-là. On n'est donc plus du tout dans des logiques d'agriculteurs comme voudrait nous faire croire la FNSEA, mais d'entreprises capitalistes en monopole national qui placent leurs billes partout dans le monde pour maintenir et augmenter leurs profits. Et la façon qu'a la FNSEA de toujours orienter le débat dans les pratiques culturelles en France, eh ben c'est juste un moyen de faire diversion. Aujourd'hui, l'agriculture est gérée par des logique qu'on appelle ici impérialiste. Mais ce qui rend ces investissements à l'étranger possibles, ce sont les fameux accords commerciaux qui sont signés. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quasi tous les pays avec lesquels l'Union européenne fait des traités de libre-échange, c'est des pays avec une forte agriculture non transformée. Tu as l'élevage en Nouvelle-Zélande, le poulet, la culture ukrainienne, tu as le fruit chilien, etc. L'idée étant que les pays se surspécialisent sur une production très développée et qui est très développé pour des raisons historiques, souvent, genre l'Ukraine a une des meilleures terres au monde, et en plus de ça, les grandes propriétés privées aujourd'hui sont issues de la collectivisation stalinienne, ce qui fait que les fermes sont immenses avec un très gros rendement, quoi. Avec les traités de libre-échange, le monde devient un grand magasin pour les industriels qui viennent faire leurs courses de denrées alimentaires dans d'immenses fermes partout autour du monde. Ils transforment ces denrées dans leurs grandes usines, construites là aussi sur les quatre coins de la planète, histoire de refourguer leurs produits à des millions de nouveaux clients et donc acquérir de nouveaux profits. Tous les pays orientent leur production vers l'exportation de quelques secteurs seulement, et y compris en France, avec l'exportation de céréales grâce à la Beauce, de vin pour deux raisons évidentes, et aussi pour les produits alimentaires transformés dans les immenses entreprises comme Lactalis ou Avril. D'ailleurs, quand on parle de réduire les importations pour sauver notamment, un détail, la paysannerie française, eh ben tu as le patron de la FNSEA et d'Avril, donc, qui a le réflexe direct de défendre les exportations, c'est-à-dire le modèle qu'on vient de défendre. Parce que lui, il sait très bien que si on doit mettre fin aux importations, il faut mettre fin aux accords de libre-échange et donc aux exportations qui fait sa fortune. Donc là, je veux faire évidemment mention des accords internationaux. Alors là aussi, je voudrais être clair. La France agricole ne peut pas se passer de continuer à échanger. Qui imagine demain la viticulture concentrée sur le marché national? C'est sa fin programmée et immédiate. Qui imagine que sur le champ des céréales, à un moment où on est dans une bataille géopolitique avec notamment la Russie et l'Ukraine sur le continent africain, on puisse se passer de la production? Et puis, je pourrais vous parler des produits laitiers transformés et d'un certain nombre d'autres produits. Et chaque exportation, comme chaque importation, qui augmente encore et encore, passe toujours par des ports et par des entreprises de transport qui sont elles aussi gérées de façon mafieuse et qui profitent toujours à la même classe. Tu as l'affaire Kohler qui le montre bien. Donc le développement des grosses entreprises de l'agrobusiness, ça casse totalement l'agriculture nationale et ça surspécialise la production dans un marché mondialisé. C'est-à-dire que nous, concrètement, on va dépendre d'énormes flux de marchandises mondialisées juste pour manger des choses qu'on pourrait produire sur le territoire français. Et c'est quand même un petit peu dangereux puisque, il suffit d'un confinement, d'une guerre, d'une crise économique pour que le flux s'arrête. Et s'il s'arrête, on se retrouvera en France avec des énormes champs de blé, de céréales, et puis des grosses usines d'agrobusiness, et c'est tout, rien pour les faire fonctionner. Donc c'est-à-dire que nous, la population française, à cause de la recherche de profit de ces grosses entreprises, on est ultra vulnérable à tous les aléas et toutes les perturbations qu'il peut y avoir dans le monde en ce moment. Et vu les tensions qu'il y a, c'est pas vraiment un pari à l'avenir de faire ça à mon avis. Bref, ce qui se passe, c'est tout le contraire de ce qu'on peut appeler une souveraineté alimentaire. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les États signent tant de traités de libre-échange? Pourquoi favorise-t-il à ce point les industriels contre les intérêts des agriculteurs? C'est pas parce que c'est seulement des idéologues ou parce que ce seraient des salauds ou quoi, c'est pas la question. Le vrai enjeu derrière tout ça, c'est que il y a des intérêts qui sont immenses dans cette spécialisation et dans ces exportations. Ok, il faut voir les traités de libre-échange, les traités commerciaux comme un jeu de cartes, d'accord, avec deux personnes qui se font face. L'État français en Inde, il vient avec les intérêts de ses industriels. Des avions d'assaut, des centrales EDF, des trains Alstom, bref, tout ce que les grosses entreprises monopolistiques françaises sont capables d'exporter. Et Modi, le président indien, lui, c'est pareil, sur la table des négociations, il représente les gros industriels du pétrole, du bovin, de l'électronique, de la finance naissante indienne. Et Modi, il a une carte en plus qui est très intéressante pour les boîtes françaises, c'est celle de l'ouverture d'un marché de 1,3 milliard de personnes en plein développement, ce qui représente des milliards et des milliards et des milliards pour les industriels.
Et donc face à face, Macron et Modi vont donc s'échanger leurs cartes. Macron file toutes les technos de Dassault en échange d'investissements et d'une ouverture de certains marchés dont vont profiter des entreprises françaises qui vont pouvoir augmenter leur exportation et leur investissement en Inde. Et cet échange Dassault contre ouverture de marché, en réalité, il se fait aussi sur de multiples secteurs en même temps avec des réglementations qui sont très précises pour que ce soit profitable aux grosses entreprises. Pour vous donner une idée, ce qu'on vous fait défiler là, c'est le traité de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne, qui est très long. Donc parler de libre-échange, en réalité, c'est souvent un abus de langage, hein. Tout est extrêmement réglementé. Juste, ça touche en réalité tous les secteurs à la fois. Et des traités comme ça, t'en as une centaine qui est ratifié par la France ou qui sont en cours de ratification. Et ce chiffre-là n'arrête pas d'augmenter encore. Et dans ces négociations, tu as des cartes qui valent plus que d'autres, hein. Par exemple, le fait de pouvoir exporter des céréales alors que l'Ukraine est en guerre, c'est un atout de taille. Avec cette carte en main, Macron, il peut négocier énormément de choses. Il dit, bon bah, on vous exporte des céréales, mais en échange, vous nous permettez de pouvoir exporter des batteries de voitures électriques ou ce genre de choses. En réalité, chaque exportation est l'occasion pour Macron d'aller plus loin dans les négociations et d'obtenir plus de choses, plus de marchés, plus d'investissements, plus de profits. L'idée étant qu'il faut faire un maximum d'accords pour maximiser les intérêts des gros industriels de la grande bourgeoisie dans son ensemble. En réalité, Macron, c'est un directeur commercial des grandes entreprises en France à l'international qui utilise dans ses négociations les différentes exportations du pays. Autre exemple avec le traité de libre-échange entre le Chili et l'Union européenne. Les gros fermiers chiliens sont heureux, eux, de pouvoir exporter leur production de fruits en Europe et donc de faire de nouveaux investissements, racheter de nouvelles terres, de nouvelles machines, etc. Bref, s'étendre. Et c'est exactement le même raisonnement d'ailleurs avec les entreprises minières qui vont pouvoir exporter en Europe et donc faire plus d'investissements. Et de la même façon, l'industriel européen, lui, est content car il peut s'assurer d'un approvisionnement de fruits et de minerais et parce qu'il va pouvoir exporter ses produits transformés issus de ses usines. Alors évidemment, les petites fermes européennes concurrencées par les grosses fermes chiliennes et les petits industriels chiliens concurrencés par les gros industriels européens, eh ben eux, ils se font déglinguer dans l'histoire. Mais l'important, c'est que les gros des deux pays peuvent grossir. Les gros fermiers, les gros miniers chiliens d'un côté, les gros industriels européens de l'autre. Dans ce sens, on peut dire que l'État français favorise son industrie lourde dans ces échanges, plutôt que son industrie fruitier qui est très peu développée. Et dans cette équation, l'agrobusiness est très importante et joue un rôle précieux, celui de pouvoir absorber une grande quantité d'importations alimentaires et de pouvoir la valoriser à bon prix pour satisfaire les intérêts des gros agriculteurs chiliens. Si on n'avait pas ces grandes entreprises françaises de l'agrobusiness, toutes ces importations de bouffe chilienne, on ne saurait pas quoi en faire, on ne pourrait pas les transformer, les empaqueter, les balancer dans les circuits. En fait, ils seront pas rentables parce qu'ils pourront pas être vendus. C'est l'agrobusiness et cette centralisation et leur puissance qui permet de rentabiliser ces importations chiliennes. Et vu que l'État français est lui capable de valoriser ces importations de bouffe chilienne, eh ben l'État français peut négocier en échange des exportations sur des secteurs qui lui sont favorables. De sorte qu'en surspécialisant l'agriculture et l'agro-industrie, l'État français s'offre un atout de taille pour négocier avec les autres pays une valorisation de son industrie, de sa finance et même de ses intérêts diplomatiques. Il est donc globalement dans l'intérêt de l'ensemble de la bourgeoisie française de favoriser l'exportation et la spécialisation de l'agriculture et de l'agro-industrie. D'où cette fameuse politique de l'État et de l'Union européenne pour favoriser les seigneurs de guerre et leur exportation. Et donc dans ce système, vous comprenez bien que les importations et les exportations sont totalement liées. On ne peut pas penser l'un sans penser l'autre. Et ils sont parfaitement au courant de ça, les bourges en France. C'est pour ça que quand on demande au patron du MEDEF de savoir s'il n'y a pas moyen de baisser un petit peu les importations qui détruisent l'agriculture française, sa réponse, elle est claire et nette. Tout n'est pas acheté par principe. Mais non, mais quand on voit le nombre d'emplois français qui travaillent pour l'exportation, c'est à peu près 20% de l'emploi, directement et indirectement. Est-ce qu'on est prêt à supprimer 20% des emplois français? Parce que si vous fermez les frontières à des importations, réciproquement, le pays exportateur fermera ses propres frontières. Soyons très prudents, mais il faut qu'on aille vers des échanges internationaux plus importants. On va moins aller vers la Chine, allons vers l'Amérique du Sud le jour venu. Le libre-échange produit à la fois la destruction de la paysannerie française et en même temps permet des profits immenses pour les grandes entreprises françaises et toutes les entreprises françaises. En Nouvelle-Zélande, c'est un peu la même histoire avec le traité de libre-échange qui a été signé avec l'Union européenne. C'est un échange entre des exportations de produits industriels européens contre des produits agricoles, principalement issus de l'élevage, de la viande, quoi. Mais le traité permet aussi de renforcer les liens diplomatiques avec la Nouvelle-Zélande, donc de favoriser de futurs accords militaires à l'avenir,
dans une zone Indo-Pacifique qui est très tendue avec les États-Unis et la Chine. Être présent dans une zone de guerre pour les industriels de l'armement français qui sont les 3e exportateurs mondiaux, autant vous dire que c'est précieux. À côté de ça, tant pis si t'as 200-300 fermes en France qui ferment boutique à cause de la concurrence néo-zélandaise. Et en Inde, comme en Nouvelle-Zélande, en Chili et comme partout ailleurs, il faut bien se rendre compte que les entreprises monopolistiques françaises sont en concurrence avec des tas et des tas d'autres entreprises pour accéder à ce fameux marché étranger. L'État indien, par exemple, profite de cette situation pour jouer la concurrence et signer des contrats qui sont largement asymétriques, comme avec l'économie française. Genre, ok, on ouvre une partie de notre marché contre l'ensemble des technos aéronautiques de Dassault, quoi. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. Mais c'est juste parce que l'Inde, elle peut faire exactement la même chose avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie et avec tous les autres pays en réalité. Donc le jeu de concurrence fait qu'elle est gagnante dans l'histoire. Ce qui fait que petit à petit, ça va être de plus en plus compliqué pour les entreprises françaises de pouvoir faire des profits à l'étranger. Précisément pour cette raison-là. C'est pour cette raison que l'Union européenne ne signe pas de tels accords avec les États-Unis ou la Chine, qui ont les deux rares économies qui peuvent véritablement bouffer l'agriculture européenne et les entreprises agro-business européennes. Même les gros monopoles, ils se font bouffer par les ricains. D'ailleurs, l'accord de l'Union européenne et du Mercosur, c'est justement le symbole de cette guerre économique entre l'Union européenne et les États-Unis, où les boîtes européennes vont sur les plates-bandes états-uniennes. D'où le fait, et il faut comprendre un peu l'histoire là-dessus, que tu as le gouvernement de Macron qui veut bien contester l'accord du Mercosur pour faire plaisir un peu aux agriculteurs, pour faire genre on défend la souveraineté des paysans, mais c'est juste qu'en fait ça fait plaisir aussi aux intérêts états-uniens. Donc il faut bien comprendre que derrière tout ça, c'est pas juste une question de modèle agricole. En fait, c'est une gestion globale de tous les intérêts des grandes entreprises exportatrices française, et ça couplé à d'énormes enjeux diplomatiques qui sont de plus en plus tendus. D'où le fait que l'État français est capable d'assumer une crise longue et forte contre les agriculteurs, car les enjeux derrière tout ça dépassent largement le simple fait de contrôler les marges de Leclerc ou je ne sais quoi. Et ça, il faut absolument le comprendre et le répéter, c'est pas une question idéologique qu'il y a derrière tout ça. C'est pas parce que l'Union européenne, ils sont fous, qu'ils sont déconnectés, que ce sont des bureaucrates ou je sais pas trop quoi. Non, non, c'est juste que cette politique est appliquée parce que ça combine les intérêts des groupes les plus puissants et influents de France et d'Europe. Évidemment, le développement de ce que nous on appelle l'impérialisme, les monopoles nationaux qui vont à l'étranger, qui restructurent tout là, en fait, ça détruit l'agriculture française et ça détruit même plus précisément la production agricole française. Et on va terminer là-dessus, on va terminer par le bilan un petit peu de toutes ces politiques-là. Qu'est-ce que ça a fait à la souveraineté française de faire tous ces accords et de développer ces entreprises de cette façon? Ça fait que 50% de ce qu'on consomme en France est importé. En termes de nourriture. Ça représente un tiers des légumes dont la production a été réduite de 3% entre 2009 et 2021. Et c'est 15% de baisse pour les fruits non exotiques, c'est-à-dire ceux qui poussent en France. La surface des pommiers a baissé de 9% depuis 2017, celle des poiriers a été divisée par 2 et celle des abricotiers par 3. La production de lait continue de baisser, c'est 3% par rapport à l'année dernière. Ce qui fait que certains industriels pourraient être forcés d'importer du lait de l'étranger. Et donc tu as beaucoup de fermes laitières qui arrêtent, qui abandonnent et qui font abattre leur cheptel. La conséquence de ça, c'est que tu as évidemment plus de viande sur le marché, tu as plus de production de viande, c'est plus de 3% par rapport à l'année dernière, sauf qu'en réalité, quand tu regardes la production de viande issue de fermes à viande et pas de fermes de vaches à lait, d'accord ? On se rend compte que cette production-là de vaches à viande a baissé de 4%. Et vu que tu as une augmentation de la consommation, tu as fatalement une augmentation aussi des importations. Donc la production fruitière baisse, la production des légumes baisse, la production de lait baisse, la production de viande baisse. L'effet pervers du truc d'ailleurs, c'est qu'avec l'augmentation des prix des céréales avec la guerre d'Ukraine, la viande a elle aussi augmenté puisqu'elle est nourrie par ces mêmes céréales qui sont moins nombreuses et plus chères. Des importations qui viennent d'ailleurs principalement d'Amérique latine. T'as moins de bêtes à nourrir, donc moins de débouchés pour la culture de graines pour les animaux, ce qui fait que la surface dédiée au maïs a baissé en France de 18% en 10 ans, remplacée par le tournesol dont on tire l'huile de tournesol omniprésente dans l'agro-industrie. Ça fait donc des décennies que le pouvoir organise la baisse de production agricole en France pour pouvoir favoriser en parallèle l'augmentation de la puissance et des profits des grandes entreprises de l'agro-business et de certains secteurs agricoles. Et cette baisse de production, elle va continuer avec l'augmentation de la concurrence, avec la non-reprise des fermes par de nouveaux agriculteurs
et par les nombreuses faillites qui vont continuer d'avoir lieu. Et encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle l'impérialisme agricole, et c'est ça qui détruit l'agriculture française, au profit de quelques entreprises, mais qui détruit l'agriculture française. Ce qui fait que la crise de l'agriculture n'est absolument pas issue de normes environnementales. Ça c'est vraiment des conneries, ça, c'est vraiment des conneries. Je veux dire, même avec des normes très strictes, on serait capable de produire ce qu'on consomme en France à 2-3 exceptions près. Le problème là-dedans, c'est pas la production, c'est l'organisation de la production. Bref, pour résumer tout ça, derrière la crise agricole, il y a les monopoles privés des seigneurs de l'agriculture qui orientent toujours plus vers l'exportation leurs capitaux pour pouvoir maintenir leurs profits. Comme d'ailleurs toutes les entreprises monopolistiques importent leur secteur. Et l'ensemble de ces exportations permet à Macron et en réalité à la bourgeoisie à l'international d'aller négocier des contrats commerciaux avec d'autres pays pour ouvrir de nouveaux marchés, renforcer des exportations, augmenter les investissements et donc maintenir le fameux taux de profit. Et l'État français, en tant que bon représentant de la bourgeoisie française, il va aussi pour négocier des gains géopolitiques. C'est un peu leur façon de faire de la diplomatie, toujours et encore au service des très riches en France. Et donc, ce dont on parle, ce n'est pas les dérives d'un capitalisme mondialisé et financiarisé, ou je sais pas quelle connerie, tu vois. C'est les dérives d'un capitalisme tout court, qui doit faire en sorte de maintenir ses profits, alors même qu'il est déjà en situation de monopole national, et qui pour ça passe par l'augmentation de ses marges et des prix, et aussi par l'exportation à l'international. Donc des solutions, il n'y en a pas 36. Soit on maintient les monopoles privés, ce qui fait qu'on maintient leurs besoins de taux de profit, ce qui fait qu'on maintient leurs besoins d'exportation, et donc leurs besoins de libre-échange, et donc la concurrence internationale qui détruit l'agriculture française et notre souveraineté alimentaire, et ça en pleine période de crise, de guerre et de changement climatique. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Soit on casse ces monopoles privés, on prend la main sur ces entreprises et on contrôle les marges pour assurer un revenu paysan sans subvention. On planifie une diversification de la production agricole au niveau national pour avoir cette fameuse souveraineté alimentaire. Et quant à la question des exportations, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, si tu exportes à fond des produits qui sont très peu chers, ultra subventionnés, en fait, tu détruis les économies des pays à qui tu exportes ton truc. Donc les exportations, c'est bien pour des raisons humanitaires. Si tu as des crises pour X raisons que tu as un besoin de bouffe urgente, tu peux faire ça. Ou alors pour des besoins climatiques, imaginons tu as une sécheresse qui fait que tu as une baisse de la production des céréales en Espagne, et dans ces cas-là, on peut exporter temporairement une partie de nos céréales en Espagne pour compenser cette manque de production. Mais ce qu'il va falloir exporter, ce n'est pas les marchandises, ce qu'il va falloir exporter, c'est les moyens de production, c'est-à-dire les machines qui vont permettre de construire les tracteurs et les machines qui vont permettre de faire de l'agro-industrie, pour faire en sorte que les pays amis dont le peuple a pris le pouvoir vont pouvoir avoir accès à des industries et donc à être indépendants et pouvoir mener une politique qu'ils veulent à partir de leurs propres usines, de leurs propres moyens de production, sans dépendre des usines de Lactalis, d'Avril ou de je sais pas quel groupe états-unien. Évidemment, cette seconde solution, elle va à l'encontre non pas juste de Arnaud Rousseau, mais de globalement de toute la bourgeoisie française qui s'oriente aujourd'hui vers l'export pour maintenir ses profits. D'où le fait qu'il n'y a pas de solution pour l'agriculture française sans un affrontement direct avec l'ensemble des riches, des bourges, des politicards, des idéocrates, des médias, bref, des dominants de ce pays. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que toutes les crises économiques pointent sur la même direction, d'accord, la concentration des capitaux entre les mains de quelques personnes qui gouvernent et qui dirigent tout, tu vois. Ce qui fait que on va avoir naturellement tendance à comprendre ce qui se passe et à pointer du doigt les vrais responsables et à pouvoir s'organiser pour lutter contre ces gens-là. Genre, on fait des manifs pour bloquer le pays, mais on se contente pas de juste la fin des coups-phytos, d'accord? On va aller un peu plus loin que ça. Et donc tout l'enjeu, ça va être de prendre conscience de cette lutte-là qui est en train d'exister et qui concerne globalement à peu près tous les secteurs en France. Et pour être de plus en plus à comprendre véritablement cette situation, ses enjeux et ses responsables, il y a un moyen, c'est de partager les vidéos du canard, évidemment, c'est pour ça qu'on les fait. Si vous partagez ces vidéos, tu vas avoir plus de gens qui vont les voir, et du coup l'algorithme il va être content, il va le repartager encore plus de monde, etc., etc. Ce qui fait que juste avec vos partages, on peut atteindre des chiffres très très gros en termes de couverture. Et si tu veux aussi que le média puisse se maintenir à l'avenir et qu'il garde son indépendance et qu'on puisse continuer à faire ces analyses-là pour le monde de l'agriculture, mais globalement pour toutes les crises qu'il y a, que ce soit en Palestine, que ce soit dans toutes les autres crises économiques qui vont venir en France, tu peux nous soutenir par Tipeee parce qu'on fonctionne que par vos dons en totale indépendance, notamment avec des dons mensuels, c'est juste 2, 3, 4, 5 euros par mois. Et nous, ça nous permet de nous planifier à long terme pour savoir combien de personnes on peut engager, sur quel projet on peut se lancer, etc. Voilà, le canard, c'est une sorte de cotisation tous ensemble qui permet de produire ce genre de vidéos qui sont accessibles après à tout le monde. Cette vidéo, elle a été écrite à partir des recherches de Déby et ça a été monté par Kuro, donc bravo à eux pour leur travail. Et on se retrouve au Canard Réfractaire pour de prochaines vidéos et sur Actu Réfractaire pour l'actualité. Sur ce, des bisous et à la prochaine.